great power comes great responsibility. Tonnerre de Brest. I'm not locked in here with you. You're locked in here with me. In brightest day, In blackest night. Why so serious? Avengers, assemble! Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans la Bande des Comics, émission numéro 47. Petite nouveauté, vous l'aurez entendu, on a remixé à la sauce J le jingle, un peu plus long. Non, il fait 33 secondes comme l'autre. Hein. Ah ouais. On a l'impression on est peut-être c'était un petit peu plus long. Pas encore habitué. Donc, en tout cas, vous nous direz ce que vous en pensez. Pour m'accompagner, donc, vous avez déjà entendu une partie de la bande. Il est derrière ses manettes, concentré. Il tente de régler des problèmes de son divers et variés. C'est Jay, comment vas-tu? Ça va très bien, je te remercie. Bonjour à toutes et tous. Ensuite, on l'a entendu. Sa voix mélodieuse. Exactement, le seul unique Rémi. Est-ce que ça va bien? Ça va très bien et très heureux de vous retrouver. Également, elle nous revient après des mois de vacances pour les autres, de travail pour elle. Je pense que c'était pas des vacances pour elle. Mais... Elle a beaucoup travaillé. Je pense qu'elle a vendu à peu près des glaces pour 300 000 personnes en 2 jours. Voilà, c'est notre chère Annie qui est de retour. Est-ce que ça va bien? Oh oui, ça va très bien. Bon, on est content de te retrouver. Et pour cette émission exceptionnelle, dont je vais vous donner rapidement le sommaire, nous avons un invité. Il s'agit de Jonathan Auconte, dessinateur dont nous allons explorer le passif de ces, on va dire, sur quel crime tu as commis. Laisser ta trace. Voilà. En tout cas, c'est sympa de venir nous voir et on espère qu'on va pouvoir apprendre à nos auditeurs ton travail et d'où ça vient et ta passion. Comment vas-tu, Jonathan? Ça va très très bien, merci de me recevoir. On est très contents également. Oh, cette voix chaude. Et si ça fait quelque chose. Je crois que je vais couper que les séquences de Jonathan pour me l'écouter à la maison, tu vois. En se rendre. On parlait d'ASMR tout à l'heure. Ah ouais, c'est ça. On est dedans. Ah ouais. Je pense qu'on va refaire un petit jingle aussi. Température à monter de 2 crans d'un coup. Écoute, n'importe quoi. Va enchaîner après ça. Donc un sommaire, écoutez, qui va tourner autour de Jonathan. Rémi aussi, visiblement. Oui. Là, il commence. Je vais me régaler là. Voilà, on va commencer comme d'habitude par les actualités du moment et autres news. Ensuite, notre pause musicale que vous connaissez, une première partie avec Jonathan, une autre pause musicale et enfin la deuxième partie où on parlera, je pense, plus de nouvelles sorties du prochain Métamorphe, c'est bien cela. C'est ça. Voilà. Et juste là. Exactement, c'est pour ça. Mets-le-moi à l'endroit, ça sera vachement mieux. J'ai pas pris les. Et pas métamorphose comme tout le monde dit depuis 6 mois. Non, c'est pour ça que je me suis arrêté à. Belle. Ouais, on est plusieurs. On est venu avec le stock. Vous êtes venu avec votre père. C'est ça. Exactement. Donc tout va bien. Et enfin, on finira avec le quiz qui n'a pu. Voilà, remets-toi. C'est sûr, notre Gilou n'est plus là pour nous faire ces questions. Ouais. Donc Rémi s'y est collé. On verra si. J'espère que c'est pas du Star Wars. Et petit teaser, ce sera un quiz métamorphe. Et oui, on reste dans le thème. Ça promet, ça promet. Allez, un petit jingle news et on attaque sur les actualités. Breaking news. Alors, Rémi commence. Eh bien, je vais vous parler d'une nouvelle qui concerne Green Lantern. Voilà, on dit Green Lantern, associé à n'importe quoi, Jay il se réveille. Dès qu'il y a une lanterne, il faut savoir que c'est de l'autre côté que ça se passe. On a eu une petite info en carton pour la série Lanterns, du coup, qui se prépare dans le plus grand des secrets, et 3 acteurs ont été pressentis ou ont été lâchés en pâture à la presse pour leur lâcher la grappe.
Donc on a entendu que Hal Jordan pourrait être interprété par Josh Brolin, qu'on a vu 500 000 fois dans les productions de super-héros, Thanos. Matthew McConaughey ou Ewan McGregor, qui lui aussi est une première figure dans le monde des super-héros Disney. Donc voilà, mais évidemment en fin d'article on te dit que non mais finalement ça se fera aucun des trois, donc voilà, c'est une supposition. C'est l'info en bois du moment, et la série serait dans l'esprit de True Detective, il me semble, donc voilà, avec cette dimension évidemment fantastique propre à Green Lantern. Donc Jonathan, je vois que tu as les yeux qui se perdent dans le ciel. Tu connais la série ou pas du tout? Absolument pas. C'est une série policière qui est vraiment très polar, très noir, très sombre, et c'est vrai que couplé avec Green Lantern, ça peut être quelque chose d'intéressant. Pour ma part, j'avais adoré les Green Lantern Terre 1 qui n'ont malheureusement jamais vu de tome 3. Mais voilà la petite info en bois du moment. D'accord, écoute, merci. Tu t'en remets, toi, d'une info pareille? Honnêtement, ça serait juste incroyable, mais c'est clairement... Mais il faut pas, en fait, il faut j'y pas. crois pas trop. Voilà, il faut pas du tout même. Après, j'ai entendu d'autres bruits de couloir après cette news-là qui parlait de Chris Pine, du coup, qui a déjà joué un rôle en plus dans le monde de DC, notamment dans Wonder Woman, et voilà, qui était annoncé aussi, qui serait dans la shortlist. Alors ils nous annoncent tous les jours de nouveaux acteurs, mais ils annoncent de sacrées pointures quand même. Après, connaissant James Gunn qui chapeaute tout ça, je le vois plus choisir des nouveaux acteurs. Je pense aussi, ça serait beaucoup mieux en fait. Ouais. Bon, écoute, HBO, donc écoute, on verra. Okay. Annie, qui est dans son feuilletage, oui. As-tu quelque chose à nous annoncer? Oui, alors il y a une sortie qui est prévue pour un manga dont j'ai jamais entendu parler, mais le pitch il me parle beaucoup par contre. Dis-le-nous, qu'on partage. Alors, le manga s'appelle Aux côtés de Diolou. Ouais. Donc c'est une histoire autour d'une contrée un peu reculée qui pense à une qui croit à une divinité, Diolou, qui consacre ses vœux en fait aux personnes qui le vénèrent. Et dans une petite contrée reculée où on a un endroit où l'hiver il est vraiment rude, il est très persistant, il y a beaucoup de neige, beaucoup de dégâts. C'est Strasbourg. Donc les villageois ils se disent en fait je crois qu'on ne donne pas suffisamment d'offrandes au dieu loup, donc cette fois-ci on va lui donner un petit enfant. Ah, c'est toujours bien. Dès que ça commence au sacrifice d'enfants, c'est que ça commence à devenir intéressant. Mais c'est d'une mignonnerie par contre c'est des extraits. Parce que pas le pitch. C'est des extraits, oui, bien sûr. Parce que le pitch, non. N'a rien de mignon. Mais l'idée, c'est que les villageois, ils se rendent pas compte que le dieu loup, au final, et la rencontre entre le dieu loup et le petit enfant va bouleverser le monde. Le dieu loup. Dieu loup, moi j'ai compris le dieu loup. Non. Alors je me disais c'est comme Toulouse, mais c'est l'accent, d'accord. C'est le problème des étrangers. Ok. Me lance pas. Vas-y. Mais c'est très mignon dans le fond au final. Oui, c'est vrai que ça a l'air très joli. Donc, ça sort quand? Le 2 octobre. Oui, c'est bientôt. Ouais, on est plus sur sur la relation entre un enfant et un dieu. Chez Doki. S'il y en a qui veulent voir. Ouais. Ah oui, Il y a l'extrait gratuit donc dans Zo Manga. Dans Zo Manga numéro 16, c'est en octobre 2024. D'accord. Oui. Cool. Donc on n'est pas sur du gros CNN. N'attendez pas de la grosse baston là-dessus. Et il n'y a que 2 volumes par contre qui sont sortis pour l'instant au Japon. Donc ça va sortir petit à petit en France également. Ok. Voilà. De mon côté, je voulais mettre en avant le retour de Bulle en scène. Ah, ben oui. Voilà, le festival à la Seine, qui aura lieu les 12 et 13 octobre cette année. C'est ça. Voilà. Mais ils ont changé de lieu, attention. Oui. Donc ils sont plus au parc de la Navale. Ils sont à la... je sais plus quoi. C'est la bourse du travail. Bourse du travail, ouais, c'est ça. Voilà. Donc ils sont à la bourse du travail. J'avoue que j'ai pas regardé un peu le détail de qui serait. Ils commencent à annoncer les invités sur Facebook. Après sur Opal BD, vous avez toute la liste. Oui. D'accord. Je crois qu'il y a Aurélie Garino et Olivier Lubrano, il me semble les avoir vus. De toute façon, ils sont attachés, on les attache à la scène. Oui, c'est Laurel et Hardy, ils sont tout le temps ensemble. Voilà, dès qu'il y a une porte qui s'ouvre sur un festival, elle fait la porte de droite, l'autre la porte de gauche. Enfin, c'est eux qui ouvrent, c'est les ouvreurs. Voilà, donc on pense à eux. D'ailleurs, Aurélie, j'ai vu que ça avançait
pour la nouvelle BD. On a un œil dessus. Qu'on attend impatiemment. J'ai vu qu'il y aura bientôt des dédicaces. Est-ce qu'il nous reste encore un peu de temps? Oui, allez, une petite news, juste histoire de Dawn Runner. Dawn Runner. Dawn Runner. Ah, le coureur de l'eau. Voilà. Serial killer. Qui est prévu le 23 octobre chez iComics. Donc là, c'était la version fascicule promo avec le premier chapitre. Et donc, on a le premier tome qui sort. Donc c'est un tome unique. D'ailleurs, je crois que c'est un one-shot. C'est un one-shot, c'est ça. C'est un one-shot. Donc écrit par Ramvé, qui était passé en dédicace à Contrebande il y a quelques temps de ça. Enfin, en tout cas, en vision. Il est en vision. Et Evan Kagel, du coup, qui nous propose une histoire de kaiju et de mecha. Donc moi, kaiju, mecha, je fonce direct. Bah oui. Et pour le coup, voilà, avec une histoire de faille de laquelle sortent les fameux kaiju. Donc toujours un petit peu le même principe comme dans Pacific Rim et ce genre de film. Et pour le coup, là, ça se passe en Amérique du Sud, enfin en Amérique centrale exactement, et avec une pilote qui va tester un tout nouveau prototype révolutionnaire de mecha. Et c'est magnifique. Le premier chapitre est juste fou. C'est très très beau. Et donc il y a 2 éditions qui sortent et Rémi va nous dire beaucoup de bien de l'édition grand format. Ah oui, magnifique. Ouais, 50 balles quand même quoi. Voilà, donc non, mais voilà, c'est vrai que iComics déjà, mais comme d'autres éditeurs, est réputé pour faire des prix un petit peu à la hausse. Après, c'est une petite structure, petite branche comics de Brajlon, mais bon, voilà, la hausse des prix continue à se faire sentir. Alors, je dis pas que le produit sera pas beau, puisque je l'ai pas vu, mais c'est vrai que quand on annonce un tarif entre 45 et 50 euros, bon. Ouais. Alors que l'édition normale est à 25 euros, l'édition colorisée, format comics classique. Ah oui. Voilà. Donc, c'est toujours un questionnement, mais on va dire que la BD de luxe marche, donc bon. Il sort quand? 23 octobre. 3 octobre. Ouais, non, ça fait même un peu tôt pour les fêtes de Noël, parce que des fois, on a toujours, chez Panini, voilà, moi je passe souvent, j'avoue, je me fais souvent un cadeau de Noël sur les gros... les grosses sorties. Les grosses sorties Panini avec les collectors, etc. Donc, voilà, mais Jonathan, avant qu'on te perde, pardon. Je suis là. Ton avis sur le fait qu'il y ait maintenant de plus en plus sorties normales, sorties collector. Toi, est-ce que tu as déjà eu une... Je ne sais pas si j'ai un avis là-dessus. Après, à titre personnel, ça m'arrive d'acheter des versions plus collector pour notamment quand elles sont en noir et blanc. Par exemple, c'est des tirages spéciaux. Ah ouais, j'aime bien parce que alors c'est pas le cas pour toutes les BD, mais parfois je trouve que la couleur écrase un peu le dessin. Ah ouais. Et de voir les pages en noir et blanc, je trouve que le dessin revit en fait. Et on voit un peu les. J'ai l'impression de voir les ficelles. Je pense que j'essaye de déceler un peu des secrets de dessin. C'est le dessinateur en lui-même. Donc j'aime bien avoir des tirages comme ça, parfois en noir et blanc, pour lesquels je mets un peu de prix. Ouais, d'accord. D'ailleurs, ça me fait penser, juste pour rebondir sur une dernière chose, vous avez vu ces différentes séries là qui sortent noir, blanc, rouge. Oui, chez Panini DC font ça aussi. Oui, il me semble que j'ai vu aussi chez DC, c'est pour ça que c'est devenu ils ont fait Harley Quinn, Black, White and Blood par exemple, donc ils te mettent couleur sang du coup pour Harley Quinn, et voilà, t'en as pour chaque personnage, les Tortues Ninja. Wolverine. Alors moi je crois que c'était Wolverine qui m'intéressait beaucoup, sauf qu'il y a un numéro je crois qui est complètement dégueu, ce qui fait que je ne l'ai pas pris. Et c'est un peu dommage, je trouve, sur un one-shot que de faire, tu vois, t'as 4 ou 5 numéros et d'en faire un par le voisin, quoi. Et c'est toujours dommage. Et pour moi, c'est ce qui a un peu freiné l'achat. D'accord. Okay. Bon, écoutez, on a fait un peu le tour des news pour cette semaine. On va passer à une première pause musicale. Ouais. The Offspring. C'est Jonathan qui a Alors c'est Jonathan qui on m'a demandé. Je suis fait plaisir. D'accord, ok. D'accord. Et tu me fais plaisir en plus. C'est bah oui, écoute, y a pas. Alors pourquoi du coup parce que ça me ramène à l'adolescence, je pense comme. Oui, c'est ça. En fait, je me suis dit, il y a un lien, même s'il est un peu ténu, entre Métamorphe et ce morceau, parce qu'en fait, moi, cette BD, elle m'a ramené un peu aussi à mon adolescence aussi, donc voilà, je trouvais que ça illustrait assez bien. D'accord. Eh ben écoute, on écoute ça. Vous êtes de retour dans la bande des comics, donc vous êtes sur Radioactive, vous pouvez nous écouter, j'en profite pour le dire tout de suite, sur radio-active.net, vous retrouverez tous nos podcasts, et on est sur les différents réseaux, etc. Et plateformes. Et plateformes, Spotify. Non, je t'ai plus. Mais bon, commencez par Radioactive. radio-active.net et vous retrouverez tout ça.
Messieurs, on va s'attaquer donc à l'interview de notre invité. Exactement. Je vais laisser la place au docteur S interview parce que maintenant il commence à être tellement rodé entre toutes ces présentations. C'est toujours une aventure, tu sais. C'est tout et tout. Donc Rémi, à toi de jouer. Merci Jonathan, merci d'être avec nous. Donc, tu as vu un peu le professionnalisme. Tu es avec nous pour Métamorphe, sorti récemment chez Draco. Jay aussi, il montre la sienne de BD. Attention. Attention. Quel coquin. Toujours avec ton collègue Olivier. C'est ça. Vous vous quittez plus. Pour ceux qui ne connaissent pas la BD, est-ce que tu peux la pitcher, s'il te plaît? Oui, c'est l'histoire de deux jeunes gens qui sont au lycée, Ambre et Lucas. Ambre, c'est vraiment la star du lycée, quoi. C'est très superficiel, fait très attention à son apparence. Très réseaux sociaux. Ouais. Et Lucas, c'est l'inverse, en fait. Lui, il est discret, voire presque invisible. Et il aime bien faire des soirées jeux de société avec sa bande de potes. Il joue avec son groupe. Et il fait sa petite vie dans son coin. Dans lesquelles ça frite un peu, quand même. Parfois, ouais. C'est des soirées jeux animées, on va dire. Voilà. Ça. Et ils se retrouvent tous les deux. Ils ont un accident. Ils vivent un accident tous les deux. Et en fait, ils vont se retrouver aspergés d'un liquide qui va les transformer petit à petit. Donc, Ambre va se mettre à avoir des poils qui lui poussent de partout. Ouais. Bien entendu, au moment inopportun, en plein milieu de la classe, donc c'est absolument terrible pour elle parce que ça touche directement son apparence, c'est ça. Et Lucas, c'est plutôt des pouvoirs de vampire, donc plus du charisme, de l'attraction, et donc c'est pareil, c'est quelque chose qu'il a du mal à maîtriser parce qu'il a l'habitude d'être plutôt dans son coin. Et ils vont devoir collaborer pour comprendre ce qui leur arrive. D'accord. On va revenir 2 minutes sur ton travail avec Olivier. Oui. Olivier Gay, donc qui écrit. Alors j'ai amené aussi Toutes pour un, que j'avais découvert moi il y a un peu plus longtemps chez Draco. Les 2 BD sont sortis chez Draco. Comment vous vous êtes rencontrés tous les deux? Eh bien, grâce à Christophe Arleston, en fait. Oui. Je crois que j'ai eu un coup de fil ou un message de Christophe qui avait vu passer mon travail et il connaissait déjà bien Olivier. Il avait déjà lancé des séries, il me semble, à l'époque avec lui. Et Olivier, c'est quelqu'un qui déborde d'idées, hein, vraiment. Ah oui, pour suivre ses sorties, vous le secouez, il y a 15 scénarios qui sortent, c'est assez impressionnant. Donc je pense qu'il avait des idées un peu comme ça dans le tiroir et il cherchait le bon dessinateur. Et donc Christophe avait vu mon dessin et il s'était dit pour Toutes pour un, ça pourrait carrément le faire. Donc il m'a dit, est-ce que ça t'intéresserait de faire de la BD? Il faut savoir que j'en avais pas fait encore. D'accord. Et c'était aussi un rêve de gosse et je me suis dit, tiens, il y a peut-être quelque chose à faire. L'histoire m'a beaucoup plu, on s'est rencontrés. C'était chouette de pouvoir aussi voir Christophe en vrai, puisque moi j'ai grandi aussi avec les Lanfeux, c'était tout, donc c'était chouette. Puis voilà, bon contact avec Olivier, avec Draco, bonnes conditions de travail aussi, faut le dire. C'est important ça. Oui, parce que là je commence à faire un peu mon chemin, moi, dans le milieu de la BD, je rencontre un peu les collègues, on échange un petit peu, et c'est vrai que chez Draco on est quand même plutôt bien, c'est plutôt confortable. Ouais, bien ça. Voilà, Donc moi je trouvais que c'était quand même des bonnes conditions, et voilà, tout était réuni, donc je me suis lancé avec Olivier. D'accord, et donc Olivier qui habite à Aix, je crois. C'est ça. Qui est d'Aix, et du coup, est-ce que la proximité fait que c'est plus facile de travailler? Quel est votre fonctionnement en fait? Alors, le fait, non, on se voit pas tant que ça en fait. On communique quotidiennement par les réseaux, sur Messenger et tout ça. On s'envoie des messages quasiment quotidiennement. Par contre, on se voit pas tant que ça. Donc, il n'y a pas vraiment d'avantage à être proche l'un de l'autre. De temps en temps, on se c'est pareil pour nous. Il n'y a pas plus d'intérêt à se voir en dehors de l'émission. 2 heures est largement suffisant. Voilà, ça suffit. Voilà. Après, c'est toujours un plaisir de le croiser. Puis, c'est vrai qu'on se croise pas mal en dédicace. Ça, vous retrouvez en festival. Parce qu'on essaye quand même aussi de rayonner dans la région un maximum de temps à autre. Ça nous arrive de nous éloigner un peu plus. J'ai vu que vous êtes passé au Snorgleux il n'y a pas longtemps. Oui, tout à fait. Ça va devenir une habitude, je crois. Non, mais bonne équipe au Snorgleux avec Eric. J'aime beaucoup. On est très potes avec l'équipe et puis on est toujours bien accueillis et c'est chouette. C'est toujours un plaisir d'aller là-bas. C'est bien. Je fais un petit coucou d'ailleurs à l'équipe. Pour Métamorphe, mais aussi c'est valable pour Toutes pour un. Comment est-ce qu'il travaille? Comment est-ce qu'Olivier travaille avec toi? Est-ce qu'il t'envoie tout le scénario? Est-ce qu'il son scénario est très détaillé ou à l'inverse pas vraiment? Est-ce que du coup tu peux toi t'investir sur la manière d'illustrer ces scénarios? Olivier n'envoie pas tout le scénario d'un coup, il a une trame, il sait à peu près où il va. Donc il a un point A, un point B. C'est ça, c'est susceptible de changer, parfois ça change même beaucoup. Mais grosso modo, on sait à peu près où on va. Et ensuite, il envoie les pages 4 par 4. C'est à peu près le rythme en fait sur lequel on s'est calé.
Alors moi, je trouve ça plutôt pas mal parce que ça me permet aussi, de ne pas forcément voir arriver la suite. Alors je sais à peu près ce qui va se passer, mais j'ai pas tous les détails. Donc j'aime bien aussi garder ce petit suspense. Et lui, il aime bien aussi rebondir aussi sur ce que je fais, parce qu'en fait, mon dessin va l'inspirer. C'est un ping-pong en fait. Voilà, c'est ça. Donc il y a des personnages que je vais imaginer d'une certaine façon, et lui, il va se dire, ok, j'avais pas vu le truc comme ça me donne des idées et ça va faire évoluer le scénario. Et là, du coup, pour Ambre et Lucas, lui, qu'est-ce qu'il t'avait donné comme indication? Quelle modification, toi, tu as apporté? Grosso modo, je crois pas qu'il était extrêmement précis. J'avais les grandes lignes, c'est-à-dire ce personnage un peu imbu, je parle d'Ambre, qui n'était pas nécessairement blonde ni quoi que ce soit. Après, je fais beaucoup de propositions, on fait des allers-retours. Par exemple, Lucas, ça a été très facile. Je l'avais un peu en tête, je voyais à peu près à quoi il ressemblait avec sa queue de cheval, ses lunettes. Il y a une tête de Lucas. Ouais, puis on est tombé d'accord assez vite. Et puis finalement, on parlait d'adolescence tout à l'heure. Moi, c'est plus ou moins la tête que j'aurais pu avoir à 15 ans. Lucas est un peu Jonathan sans les lunettes, voilà, c'est ça. Et sans les dents de vampire, bien sûr. Et Ambre, ça a été un poil plus compliqué. Il a fallu trouver. Déjà, ce qui n'est pas forcément évident, c'est de faire des adolescents qui ressemblent à des adolescents. Parce qu'on a tendance, quand on dessine, à faire les personnages un peu plus vieux qu'ils ne le sont vraiment. Donc il a fallu la rendre un peu plus juvénile, un peu moins femme, un peu plus lycéenne, quoi. D'accord. Et puis je crois qu'il y a un moment, je me suis dit, il faudrait que je trouve un truc vraiment où on se souvienne d'elle, où vraiment il n'y a aucun doute que ce soit Ambre. Et j'ai eu cette idée de la mèche comme ça sur l'œil. Qui vient cacher. Voilà, je suis pas le premier à avoir cette idée. Il y a eu d'autres personnages qui l'ont eu, mais je me suis dit c'est un truc caractéristique. Puis à un moment ou à un autre, cette mèche. Peut-être qu'elle va dégager, on sait pas. D'accord. Voilà, donc je me suis dit on va se garder ça sous le coude, ça peut servir, on sait jamais. Ok. Ta manière de travailler, toi, quand tu reçois dans les 4 pages d'Olivier, combien de temps ça te prend pour dessiner 4 pages? Sur quoi tu travailles? En tradi ou en ordi? Explique-nous comment est-ce que tu bosses? Alors, quand je reçois les pages d'Olivier, moi je travaille sur tablette. Pour 2 bonnes raisons, en fait, c'est que on a un gabarit de pages qui est assez précis, en fait, avec des marges, des choses comme ça. Donc pour moi, c'est quand même beaucoup plus facile de travailler directement sur le format numérique. Et puis aussi parce que j'aime bien, c'est pour moi le découpage. Donc le découpage, c'est la partie où en fait on lit le scénario et ensuite on va vraiment littéralement découper la planche en fait en plusieurs cases pour décider où on va mettre les choses, comment on va cadrer les dessins. Pour moi, c'est un laboratoire, c'est quelque chose vraiment où je me laisse un maximum de possibilités. Donc ça permet à ta créativité. Exactement. La souplesse du numérique permet de tester plein de choses et de se dire, et en fait, ça ferme pas. Il y a pas ce truc de se dire, ok, j'ai dessiné ça, j'ai pas envie de le refaire. Là, comme c'est très modulable, on va dire. J'arrive vraiment à tester, même des fois faire 1, 2, 3 versions et dire laquelle fonctionne le mieux. Donc j'aime beaucoup, j'aime bien ce côté libre. Et pour la partie finale, on va dire le dessin final, ce qu'on appelle traditionnellement l'ancrage, même si moi je n'encre pas, je travaille au crayon à papier. Là par contre j'aime bien le faire sur des feuilles de papier. Je pense que c'est le contact avec le papier qui me plaît bien. Là où tu retrouves la finition du dessin. Puis ça me freine aussi parce que la tablette, ça rend perfectionniste. Le fait de pouvoir revenir incessamment donc dessus. en fait, tu passerais... Ouais, c'est ça. Donc la feuille, ça fixe une limite. Ça me fixe une limite. Je sais qu'à un moment... bloqué par le support physique, en fait, je pourrais pas aller plus en détail ou à un moment le trait il est comme ça et c'est comme ça. C'est fini, on repasse pas dessus. On avance. C'est ça. Est-ce que tu, pour la bonne marche, on va dire, de la création de la BD, est-ce que tu te fixes une limite pour faire ces 4 pages? Est-ce que tu dis il faut que je règle ça en 15 jours, 3 semaines, je sais pas du tout? C'est variable, il y a des pages plus compliquées que d'autres, notamment celles avec des décors, des fois des scènes un peu complexes, mais grosso modo j'essaye de me fixer sur l'ancrage, donc entre guillemets, encore une fois je précise que c'est du crayon. J'essaye de faire une grosse journée de travail dessus, pas plus. D'accord. Et le storyboard c'est variable, c'est pareil, des fois ça me prend 1 heure, j'arrive à le tomber en 1 heure parce que je suis extrêmement inspiré, et puis des fois c'est un peu plus laborieux, ça peut prendre 3 heures, 4 heures. Donc grosso modo je dirais pour tomber une page il faut une journée et demie, quoi. Ouais, quand même, d'accord. Même si c'est en ordinateur, enfin sur tablette, il faut quand même une bonne journée, quoi. Ça dépend je disais l'autre coup à un collègue, ça dépend de la complexité de la page puis de l'état dans lequel on est des fois. Parce qu'il y a des jours on arrive, on est humain, on est fatigué, puis les idées elles viennent pas, quoi. Et là c'est compliqué. Ah ouais, c'est un enfer. Mais on arrive avec un peu de lutte, on arrive quand même
faire quelque chose. Ces 2 BD qui sont sortis chez Draco, Toutes pour un qui était sorti, on en avait discuté sur un premier tome, Les Gardiennes des Terres, mais du coup qui a été ressorti en intégrale directement. C'est ça. Comment est-ce que tu bosses avec Christophe Arleston, du coup, qui est à la tête de Draco? Comment est-ce que tu travailles avec lui? Quels échanges vous avez sur les bandes dessinées? Est-ce que en fait tu veux lui donner le produit fini et c'est parfait? Est-ce qu'il fait des retours? Comment on accepte les retours? Globalement, Christophe supervise tout. D'accord. C'est-à-dire qu'en fait, quand on le dit comme ça, on a l'impression que... Oui, ça fait un peu total, ça fait un peu despote. Ouais. Non, mais en fait, il lit vraiment toutes les pages. D'ailleurs, il a des petits carnets dans son bureau avec dédiés à chacun, des feuilles transparentes dans lesquelles il y a toutes les planches, avec les révisions des planches et tout ça. Donc il est quand même attentif à ce qui se passe, vraiment. Après, par contre, il nous laisse quand même un espace de liberté aussi. Des fois, on se plante, c'est-à-dire qu'il y a des problèmes de narration. C'est souvent des problèmes techniques sur lesquels il intervient. Donc des problèmes de narration, un truc qui fonctionne pas. Ouais, voilà, une case qui se lit à l'envers, ou une bulle qui est pas au bon endroit, ou un truc incompréhensible. Donc il va revenir sur les choses comme ça. Artistiquement parlant, il est pas chiant du tout. Vraiment, il me laisse quand même pas mal de liberté. Et donc voilà, après, je sais pas comment il est avec les collègues, mais en tout cas avec moi. Avec toi, ça va. Et puis je précise quand même que, n'ayant jamais fait de BD vraiment avant, ça a aussi été un mentor, parce que lui, il a quand même un sacré bagage là-dedans, même s'il n'est pas véritablement dessinateur, il a quand même tous les codes. Il m'a beaucoup appris. Ouais. D'accord. J'ai perdu ma question. Non, ça y est, je l'ai retrouvée. On s'était vu, il me semble, c'était au Pradé, et je me rappelle que Olivier avait montré la couverture. Oui. En projet à mes enfants, il leur a dit qu'est-ce que tu en penses, qu'est-ce que tu remarques. Et en fait, j'aimerais que tu me parles des modifications qui étaient apportées et tout le travail en fait complexe que nous, des fois, en tant que lecteurs, on s'en rend pas compte, mais toute la complexité de faire une couverture qui va accrocher le public cible là, qui est, on va dire, les jeunes adolescents. C'est extrêmement compliqué, hein, vraiment. Je pense que la couverture, c'est de loin le truc le plus laborieux de tout le processus. Ouais, nous le dit souvent. Vraiment. Alors, bien sûr, on travaille pas tout seul. Hein. Moi, si je pouvais faire que ce que je voulais dans mon coin, ce serait beaucoup plus simple. On travaille aussi avec des équipes. Il y a, mine de rien, sur un album, il y a beaucoup d'argent, beaucoup de moyens qui sont engagés. Donc, tout le monde a envie personne n'a envie de se louper, quoi. Bien sûr. Et donc, c'est des enjeux. Alors, là, on a eu des retours assez divers. Olivier, effectivement, demande souvent son avis aux plus jeunes. Il a complètement raison. Parce que, mine de rien, nous, on est déjà des vieux. Oui, hein. oui. C'est ça. Voilà, on le dit souvent qu'on n'est plus, on n'est plus la cible. La cible de... Et c'est ça. Moi, j'aime bien avoir le regard d'un jeune de notre cible, hein, de 10-14 ans. Alors, il se trouve que je prends fréquemment des stagiaires, souvent des stagiaires de 3e, 2e, donc ça me permet aussi d'avoir ce regard extérieur. Et là, en l'occurrence, on a eu, bien entendu, des débats compliqués, c'est pas presque des bastons, hein, parce que c'est passionnés. En plus, on n'a plus de recul, c'est terrible une couverture, parce qu'une fois qu'on a passé des mois dessus, tu peux plus la voir, quoi. Et puis en plus, il y a un truc qu'on contrôle pas, on sait pas comment les gens vont réagir face à ça. Ouais. Alors, on dit qu'il faut pas y penser, et c'est vrai, hein, dans le fond. Il faudrait pas se dire il faut que je plaise, que je plaise pas, mais en même temps, les enjeux sont tellement énormes on a tout le temps une petite voix. Oui, ça serait se mentir. On n'a pas envie de se planter. Donc là, ce qui est pas mal, c'est qu'on a eu il a fallu la finir vite, cette couverture. Et pour la petite anecdote, j'étais accompagné à l'époque d'une stagiaire de 14 ans, Eléa, que je salue. Et dans une réunion un petit peu comme ça de dernière minute, il a fallu vraiment faire des choix très très vite. Et c'est un peu elle qui a tranché, en fait. Qui a dit, parce qu'on avait forcément plusieurs choix face à nous. Ouais. Elle a dit, écoutez, moi je pense, vraiment, du haut de mes 14 ans, ça j'achète, quoi. Ouais, je vais vers ça et pas vers ça. Et là, ça, je crois qu'on s'est tous un peu pliés à son avis, on s'est dit, ok, bon, voilà. Déjà à 14 ans, elle tient les rênes, waouh. Ouais. Ah, c'est un sacré personnage, Léa, mais vraiment, ça nous a... Et là, force est de constater que depuis que la BD est sortie, on a quand même des bons retours. Sur cette... Et puis des retours de vente qui sont plutôt positifs. Donc, a priori, on a eu raison. Ok, je vous coupe pour cette première partie. On sait bien, c'est pour ça que je me permets d'intervenir. On va faire une seconde pause musicale. Alors cette fois, c'est Wet Leg, Wet Dreams. On reste dans l'humide. Ça lance la couleur. C'est Jonathan qui a choisi là aussi. Ne me remercie pas. Ça lui rappelle son adolescence aussi. Exactement.
Allez, on écoute ça. De retour déjà après ces rêves humides, hein. C'était donc le titre. Vous êtes avec la bande des comics. On est toujours dans notre émission dédiée à la rencontre avec Jonathan Auconte. On a fait une première partie où on a parlé un peu de ses œuvres, donc Métamorphe et Toutes pour un. Merci. Ça, sans filer le mec. Voilà, j'ai je t'ai mis dans le bon sens. démonstrateur. Franchement, tu pourrais montrer les prix au juste prix, tu sais. Ah ouais. Ouais. Moi, je vais montrer les numérotés pendant les combats de boxe. Ouais, moi, je vais faire ça, moi. Ouais. T'as hâte de te faire ça siffler. dépend la tenue. Ah oui. Bref, revenons à nos moutons. On va continuer donc avec Jonathan. Cette fois, c'est Annie qui va te poser un peu une ou deux questions. On t'écoute, Annie. Alors, on sait que tu as un passif avec les jeux de société. Tout à fait. Tu as beaucoup travaillé sur des jeux de société, des animations de jeux de société. Oui. Il y en a pas mal auxquels j'ai joué personnellement aussi, Ok. au final. Et, moi, ce qui m'intéresse le plus, c'est comment la transition s'est faite et à quel point elle est différente en termes de travail, de fournir donc, du dessin pour un jeu de société par rapport à un dessin pour la BD, par exemple. Le jeu de société, j'en ai fait un certain nombre, hein, je crois un peu plus d'une vingtaine. Et c'est pour comparer avec la bande dessinée, c'est essentiellement des contraintes techniques et pour le coup des contraintes commerciales. On parlait de couverture tout à l'heure. Là, c'est encore plus important, je dirais, sur le jeu de société. Puisqu'en fait, le jeu, c'est à cheval entre un jouet et quelque chose aussi d'un peu artistique, parce que maintenant, il y a quand même des très très beaux jeux de société. Je salue d'ailleurs les artistes, les collègues qui travaillent dans le milieu, qui font vraiment des très belles boîtes. Et donc, on a quand même un objet qui est pas simple à construire. Hein. C'est des boîtes, c'est du volume, beaucoup de découpes. Donc, il faut quand même être assez à cheval comme ça sur le détail. Et puis ensuite, c'est aussi quelque chose qu'on va vendre dans d'autres endroits qu'une bande dessinée, donc des fois même dans des supermarchés. Donc il faut aussi penser à ça. Là, on parlait de couverture, je reviens dessus. C'est vrai qu'une couverture de jeu, c'est très compliqué aussi. Voilà, il faut arriver à raconter un peu ce qui se passe dans le jeu, donner envie, avoir une part d'artistique. Donc l'équilibre n'est pas toujours simple à trouver. Est-ce que tu t'épanouis plus du coup dans les bandes dessinées ou avec les jeux de société? C'est difficile de comparer. Disons que la bande dessinée, tout ce qui concerne l'intérieur, c'est vrai qu'il y a une forme de liberté qui est pas désagréable. Le fait de se dire vraiment là, je peux tester des choses, des textures, des jeux de société, c'est un petit peu plus contraignant. Voilà, c'est ça. Là, typiquement, j'ai bossé sur Métamorphe au crayon, à l'aquarelle. Ça se prêtait bien. J'ai pu le faire comme ça assez librement. En jeu de société, on va plus facilement tomber dans quelque chose de numérique. Pour le côté, c'est plus simple, hein, tout simplement, parce que c'est des sacrées contraintes techniques. Et puis, c'est vrai que les techniques traditionnelles peuvent être parfois associées à quelque chose qui est un peu... cheap. Non, c'est pas le mot que j'aurais choisi. Plus peut-être démodé, ou qui donne une touche, un grain, une patine un peu vintage, qui peut être hyper pertinente pour certains jeux et pas forcément pour tous. Voilà. D'accord. Ok. Jay, tu avais une question. Oui, je vais rebondir sur son histoire d'ancrage, comme tu nous en as un petit peu parlé, d'ancrage sans en être, en fait. Entre les deux BD, entre Toutes pour un et Métamorphe, je trouve qu'il y a une grosse différence, effectivement, graphique. On sent le côté beaucoup plus crayonné sur Métamorphe. Et même les contours de cases. Du coup, sur Toutes pour un, tu avais vraiment des contours de cases, alors que sur Métamorphe, c'est vraiment le dessin qui se termine, en fait, sur du blanc. Et donc, voilà, c'était savoir un petit peu, est-ce que tu as changé de méthode? Bon, tu viens un petit peu d'y répondre, finalement. C'est un choix délibéré, graphique, et c'est d'où ça vient. Il y avait une intention. Toutes pour un, j'ai travaillé au crayon également, hein, mais de façon assez précise. J'ai été pas mal, maniaque sur ce coup-là. Donc, on a presque l'impression parfois que c'est de l'ancrage classique, voire même. Parce qu'on voit les contours, on les voit bien. Ah oui, puis même le crayon, je crois que je bossais à l'époque avec un crayon très très fin, donc voilà. Et j'avais besoin sur Métamorphe et là c'est purement personnel, hein, j'avais besoin en fait d'avoir quelque chose de plus organique, de plus vraiment on sent que c'est fait à la main, vous voyez ce que je veux dire, avec des gros morceaux, quoi. Et je pense que ça vient aussi moi c'est mes goûts personnels en fait. Je pense que ce soit en BD, en jeu de société ou en illustration en général.
Je pense que je me suis un peu lassé de cette touche numérique qui est extrêmement, des fois un peu froide, des fois un peu lisse. Et de plus en plus, je suis attiré par des choses où il y a un petit peu de grain, texture. Ouais, voilà, c'est ça. Et je crois que j'ai besoin vraiment de retrouver un peu d'authenticité dans le dessin. Ouais. Donc je voulais vraiment mettre ça en avant et je crois que ça se voit là, cette fois. Oui, complètement. C'est ça. Et du coup, autre question par rapport à ton éditeur, donc à Draco, qui propose, là, c'est une collection qui s'appelle Young Adult. Alors, quand on lit tes deux BD, tout pour un, effectivement, il a un côté, pour moi, qui sonne vraiment young adulte, vraiment, voilà, ado. Il y a même un petit côté un peu sexy dedans. Chose qu'on retrouve pas nécessairement dans Métamorphe. Et pour le coup, Métamorphe, moi, je l'ai fait lire à ma fille de 8 ans, après l'avoir lu avant, quand même. Et sincèrement, il est super accessible, même assez jeune, finalement, parce qu'il n'y a pas de choses qui pourraient choquer le jeune public. Pour moi, c'est presque même plus du young adulte, quoi. C'est presque, voilà, de la BD jeunesse pour le coup. Qu'est-ce que t'en penses toi de ça, de cette notion de young adulte? J'ai du mal à me positionner par rapport à ça. Il faut savoir que moi ça fait pas si longtemps que ça que je suis dans le milieu de la BD, du livre, donc je commence à comprendre un petit peu, voilà, notamment l'aspect commercial que je maîtrise très très mal, là qui est plus c'est plus l'éditeur. Je sais pas trop comment me positionner par rapport à ça. C'est vrai qu'une BD, si je prends mon cas personnel, moi je lis beaucoup de BD jeunesse, purement jeunesse. Et je me sens pas du tout exclu. Voilà, ça me semble tout à fait accessible, même en tant qu'adulte, même si ça peut en apparence être plus simple. Non, mais je pense que vis-à-vis de l'éditeur, c'est une stratégie commerciale que de marquer ta collection. Je sais pas si c'est le premier tome de la collection Young Adult chez Draco. J'ai pas suivi. Mais je pense que voilà, parce que tu as la BD jeunesse et la BD, et je pense que c'est bien, toi-même en tant que lecteur, d'arriver dans une librairie, et ce terme de young adulte, tu peux y mettre un peu tout ce que tu veux, mais ça va te permettre au lecteur qui va venir chercher quelque chose, dire tiens, adulte ça me parle, young ça parle à mes enfants, donc peut-être qu'on peut s'y retrouver. Je voulais en parler de ce qu'a fait ça chez Dargo, mais voilà, je pense que c'est un positionnement commercial, c'est pas un gros mot, mais du coup pour que le libraire et le lecteur s'y retrouvent. Oui, je pense que c'est pour pas exclure une partie du lectorat, effectivement. Voilà, après, je me rends pas compte de l'impact que ça peut avoir, parce que finalement, quand on regarde bien, c'est écrit en petit à l'arrière. Non, mais je vois qu'en librairie, il faut ce positionnement au niveau de la BD. La BD, si en fait elle n'a pas forcément de thème, d'une, tu vas la ranger n'importe où, et de deux, il se peut qu'elle ne touche pas le public visé. Donc, je pense que c'est bien d'arriver dans un segment, c'est là où c'est le plus porteur. Et une BD, pas taper dans sa case, ça serait un peu problématique. Oh, joli. Il n'y a pas de jiggle de batterie. Je sais plus où il est. Merci. Ça se voit que c'est la rentrée. Difficile. Ouais. Moi aussi, j'en reviens, et c'est vrai que ça recoupe un peu ce que tu interroges sur le young adulte. Est-ce qu'on y vient spontanément à ce type d'histoire? Est-ce que toi, c'est comme tu dis, du fait que tu lisais beaucoup de jeunesse, c'est quelque chose, un petit histoire où c'était assez facile, ou est-ce que tu as dû te réadapter parce que quand tu avais l'habitude de dessiner, tu étais sur un dessin plus adulte ou des formes plus élaborées ou des jeux de couleurs plus sombres, etc. Ou est-ce que c'était déjà ta façon de créer les choses et que du coup, pour toi, c'est une simple continuité avec l'évolution, comme l'a signalé Jay, sur les dessins quand même? Je pense que c'est vraiment lié à mon style de dessin à la base, parce que pour l'anecdote, quand on a commencé Tout pour un, il me semble qu'on était parti sur une BD adulte, purement adulte cette fois. Ce qui se ressent un peu d'ailleurs à la lecture, on voit au début que c'est un peu plus sanglant rapidement on s'est tous rendu compte que mon dessin d'ailleurs en jeu de société c'est la même chose, on me fait faire beaucoup de jeux familiaux parce que je pense qu'il y a une certaine innocence dans mon dessin. C'est pour ça que je crois que j'ai du mal naturellement à faire des choses sombres, voilà, il n'y a pas non plus trop, je suis pas trop attiré par j'allais parler de vulgarité, vous voyez ce que je veux dire, donc je pense que naturellement mon dessin s'oriente vers quelque chose de plus jeunesse. D'accord, voilà. Non, parce qu'on sait que certains ont dû se plier à des exigences qui les obligent à adapter leur dessin au fur et à mesure. Donc, ça peut être un exercice intéressant, artistiquement parlant. Au niveau de Métamorphe, est-ce que c'est une série qui est prévue en un nombre précis de tomes?
Non, on sait qu'on en a déjà 2 dessus. Là, le deuxième est... Qui est signé ? Ouais, c'est bon, il a démarré, là, j'en suis à la 10e page. Ok. C'est un début. C'est un début. C'est vrai que t'avais pas de news. Si. Voilà. Non, il est bien prévu, il sortira l'année prochaine à la même date que le premier tome, donc aux alentours de juillet. C'est ça, juillet, d'accord. Voilà, on va se laisser le temps de faire ça bien. Non, c'est parti pour 2 tomes. Le 3e, je peux pas vous le garantir. J'espère, je croise les doigts. Alors après, c'est toujours difficile et pour un éditeur et pour un lecteur. Si tu veux, je pense que moi, en tant que lecteur, j'aime bien savoir que il y a un nombre de tomes qui est prévu. Je pense que l'éditeur ne peut pas non plus naviguer à vue et on peut pas conclure une série en disant du coup ça marche plus, on arrête. Mais il y a pas de fin. Le lectorat s'en trouverait un peu frustré. Ouais. Alors chez Draco, ils sont quand même plutôt, de ce que j'ai vu, ils vont au bout des choses quand même. Donc ils sont pas du style à planter comme ça en plein milieu d'une série. Sur Métamorphe, on a essayé aussi Olivier a essayé de conclure plus ou moins les tomes. Ah, d'accord. Alors, je pense que c'est plus fort que lui, il peut pas s'empêcher de mettre un petit cliffhanger. Ouais. Oui, il peut se lire seul, quoi. Finalement. Moi, j'imaginais le truc au début, je me suis dit, on pourrait presque partir sur quelque chose format Tintin ou Astérix, vous voyez, avec vraiment une histoire par tome. Bon, là, c'est compliqué quand même, parce qu'on a quand même, il faut le temps d'introduire les choses. Donc on verra pour la suite. Et petite particularité sur ce tome, il n'y a pas d'ennemi qui est révélé. À un petit moment, on voit qu'il y a quelque chose, il y a une menace, mais c'est ce qui me... Pourquoi tu rigoles ? Avec Dr. Mad. Mais c'est ce qui m'a frappé, en fait, c'est qu'il n'y a pas tout de suite clairement de méchant qui est identifié. C'est plus la problématique entre Ambre et Lucas, exactement. C'est que leur nouveau pouvoir, plutôt le problème qu'ils vont devoir régler l'un avec l'autre. Oui, je pense que c'est intentionnel, parce qu'Olivier, c'est aussi sa façon d'écrire. Il se concentre beaucoup sur les personnages et leurs relations. Et moi, c'est là où je suis bon en dessin aussi. Dans les expressions, dans le côté un peu vivant de ces personnages. Je pense que là-dessus on s'est bien retrouvé. Donc oui, je pense que si finalement le méchant est un petit peu comme ça en arrière-plan pour l'instant, c'est aussi pour mettre en avant les 2 personnages et leurs relations. Et justement les personnages sont bien fouillés, on a le temps de découvrir un peu leurs caractéristiques, c'est ça qui est bien. Et j'ai l'impression que donc du coup le liquide qui les asperge, ça va faire révéler autant à Lucas quelque chose qui sommeille en lui, une espèce de fantasme, et à l'inverse Ambre, c'est quelque chose qui va la pénaliser. J'ai l'impression que si tu veux, les 2 font un chemin inverse où Lucas va se révéler et Ambre va devoir un peu se cacher. Oui, la question était trop longue peut-être. Non, effectivement, c'est vrai qu'on voit Ambre changer un peu de caractère au fur et à mesure. Oui, et puis Lucas, moi j'aime bien parce que si je compare avec Tout pour un. C'est vrai que Aether, j'arrive jamais à prononcer son prénom. J'essaie de. C'est ma version. Aether. Je le trouvais. Alors c'est le personnage qui est comme ça. Mais des fois, on avait vraiment de le secouer. Lui dire vas-y, mais réveille-toi, fais quelque chose. Et c'est vrai que pour le coup, Lucas, il se laisse pas faire quoi. Il est là, il a de la consistance et puis il y a pas non plus dans ce duo, il y en a pas un qui est forcément plus bête que l'autre. Et ça j'aime bien. Il y a un bon équilibre. Il y a pas de cliché de la blonde est idiote, le petit gars à lunettes et un télo. Mais on part sur ces clichés, mais qui sont très vite mis à mal parce que l'accident intervient assez vite, au bout de la 3 ou 4e page, donc très vite, en fait, les personnages qu'on arrive à cerner assez facilement, vont entamer leur progression malgré ces nouveaux pouvoirs. C'est ça. Merci. Quelle réponse? Non, mais c'est ça. Je savais pas quoi écouter. Tu as bien suivi. On en est où du... Une question. Il reste une bonne grosse minute. Allez. Une question par rapport au clin d'œil du coup il peut y avoir. Alors il y en a énormément, notamment dans Tout pour un, beaucoup moins dans Métamorphe aussi. Il y a énormément d'humour dans Tout pour un. C'est à toutes les pages. Il y a même des choses qui se rapprochent un peu de Tintin, je trouve, dans la façon de présenter les choses, ou d'Astérix. Clairement, il y a des espèces de jeux de mots. Il y a l'histoire du perroquet là, avec les points comme dans les mangas là, qui passent en arrière-plan. T'as Pretty Woman. Je sais pas si j'ai pas Terminator, je crois. Terminator. Et du coup, savoir un peu tous ces clins d'œil. Est-ce qu'il y en a certains qui viennent de toi? Est-ce qu'il y a eu des idées que tu as eues, ou à chaque fois c'est Olivier qui dit tiens, on pourrait glisser ça dedans? Comment ça vient en fait? Dans Tout pour un, c'est essentiellement Olivier qui était à l'origine de ces clins d'œil. Et dans Métamorphe, on a un peu plus équilibré l'apport d'idées. Alors moi notamment, alors c'est des trucs bêtes, mais c'est vrai que Lucas, je pense qu'il n'était pas destiné à jouer dans un groupe de rock au départ. Et j'aimerais vraiment dessiner une salle de concert crasseuse. Non, il y a pas mal de petites choses comme ça où j'ai apporté quelques idées. D'accord. C'est bien si ça s'équilibre. Oui, après en même temps, comme vous dites, vous en êtes à la 2e, donc vous commencez à bien vous connaître
équilibré entre les apports de chacun. Puis je pense qu'on a tous les deux les mêmes objectifs et le même centre d'intérêt, en tout cas sur les personnages, donc on se retrouve bien là-dedans. Bon, ça se sent en tout cas. Très bien, on a fait un peu le tour, je crois. Ah bah oui, on pourrait parler encore pendant 2 heures. On pourrait en parler encore pendant 2 heures. Vous savez, chers auditeurs, que si vous avez des questions particulières ou quoi que ce soit, par les réseaux, c'est comme ça que ça marche. On fait un peu travailler Rémi. Hein, sans lui, les réseaux. Sans lui, les réseaux seraient perdus. Écoutez, on va passer au quiz déjà, hein, messieurs, déjà ça file avec cette heure, et puis comme on a dit, on n'a pas vu le temps passer avec toutes les réponses qu'a pu nous apporter Jonathan. Allez, un petit jingle. Tu l'as changé celui-là ou pas? Non, c'est le même qu'avant. Doucement, j'ai bossé à moitié, tu sais. Exactement. Allez, on voit ça. Une énigme pour Batman. La résoudras-tu? Ne perdons pas tout le monde en même temps. Non, c'est ça. Alors, Jonathan, tu vas voir. Donc, Rémi nous a préparé un quiz donc spécial métamorphe. Ben oui, j'avais envie de rester dans le thème. J'ai eu 2-3 idées. Je me dis tiens, allez, on va faire un quiz métamorphe. Ouais. Mais il y en a qui seront faciles, d'autres un peu moins. Jonathan, je sais pas si t'as déjà écouté l'émission. Là, c'est chacun pour sa pomme. Hein. On se pousse, on se tape, on se tire les cheveux. Hein. Généralement, pour comprendre la question. Pour ça. Quel personnage créé en mai 1962 se métamorphose en un géant fou de rage? Hulk, ça c'était facile. Il y en a qu'un qui apparemment je compte les points les gars, donc attention. Quel autre personnage Marvel créé lui en mai 1975 d'origine canadienne peut changer sa peau en métal? Colossus, non? Colossus, mais en petit point bonus. Est-ce que tu as... Ah, je sais pas, je me d'origine canadienne. Ah, je me suis trompé. C'est son cousin. C'est le cousin. Nico. Il s'appelle Romanoff, quoi. Bah, c'est vrai, tiens, maintenant que tu le dis, c'est vrai. Je sais pas pourquoi je suis marqué canadienne. Est-ce que vous avez le vrai nom de Colossus? Michael. Peter Rasputin? Rasputin, Piotr Nikolaevitch Rasputin. C'est ce qui est pas très canadien maintenant qu'on le dit. La Poutine, c'était pour la Poutine en fait. Ah oui, Rasputin. Quel autre personnage vert venant d'une autre planète se change en détective privé pour camoufler son... John Jones. Oh, mais il est là finalement. Tu peux jouer, hein. Alors là, on est sur des thématiques que je maîtrise pas du tout. Parce que là, on a passé les questions faciles. Là, du coup, le super-héros, c'est... Dans quelle bande dessinée, plutôt classique, un homme abrite plusieurs créatures fantastiques destinées à combattre le mal? Les 4 fantastiques. Non. Ça c'est pareil comme truc canadien. C'est moi moche et méchant. Personne? Manimal. Ah oui, Manimal. Tiens, je ne sais pas. C'est la brigade chimérique. Ah bah oui. Que je vous conseille ardemment parce que évident. C'est... Tu connais pas cette BD? Tu l'as pas lu? C'est franco-belge ça. Ça c'est génial. Franco-belge. Dans la bande dessinée 47 cordes de Timothée Le Boucher, cousin, Fabrice le charcutier, de quel instrument joue le personnage principal qui est séduit par une métamorphe? On en a parlé déjà. Alors, il joue de la... Une guitare? Non, c'est tous les instruments. C'est de la harpe. C'est de la harpe. Bien joué. Tous les 47 cordes. Eh oui. Quel est le vrai nom de Clayface, gueule d'argile qui peut changer d'apparence dans Batman? J'ai encore entendu avec Basil Carlo. Basil Carlo. Bien joué, putain, il est déchaîné. Ouais, tout ouf. Tu vas me chercher sur mon terrain là en même temps. On revient sur Marvel. Quel est le vrai nom de la métamorphe la plus célèbre de Marvel? Le vrai nom? Oui. Raven. Et comment? Mystique, du coup. Oui, Mystique. Raven. Ah, mais c'est comme. Elle a un nom de famille. Oui, c'est la. Oui. Bah, c'est pas la mère de comment il s'appelle, de Diablo aussi. Mais c'est le nom de Diablo, c'est. Alors je sais pas si c'est sa mère. Si, c'est sa mère. C'est sa mère avec le démon là. C'est un nom improbable. C'est Raven Darkhold. Voilà, c'est ça. Ouais, c'est allez, je file un point à tous les deux. Magnanime. Mais encore une fois, attention. Combien de fois est apparu le personnage au cinéma? Raven? Oui. Mais alors de qui on parle? Ah oui. Elle a fait tous les X-Men. 5? Alors pas 5. 7. Pas 7.
3. Pas 3, non, pas 3. Il en reste un. Pas 4 non plus. 6. C'est Jay qui était le plus près 8 fois. 8 fois, voilà. Raven 8. Mystique est apparu 8 fois. 8 fois quand même. Ouais. 17. Quel personnage de Metal Liquid assassine les personnages qu'il copie au cinéma? Bah oui, Ah, ça, c'est le long. T1000. Le T1000, bien T1000. joué. Avant-dernière. T1000. Non, Oh, Luc. Ah oui, Luc, magnifique. En quoi peut se métamorphoser Métamorpho, le personnage de DC Comics? En tout. Alors en tout, il y a une précision. Ah. Sauf organique. Tous les éléments qui composent le corps humain. Ah, ouais, ok. Attention, c'est très précis. Allez, je la file à RD, ça va. Allez. Et dernière, putain, Jonathan, il se décompose. Je vous écoute. Et pour lui, ça a duré une demi-heure pour lui. Dernière question, on va parler un peu sur la mythologie. En quoi est changé Actéon qui regardait Artémis prendre son bain nu? Putain, le silence de mort, quoi. Bon, moi, j'aurais pas su. Hein, C'est pas une pierre, C'est une déjà. pierre parce que c'est pas la méduse. C'est une fleur. Ouais. Non, un animal. Un animal. Ouais. Un mouton. Et non, c'est un animal, bien joué. Je te mets un demi-point. Merci. Je mets un demi-point pour un animal. Si on en est là, un renard. Bien joué. Un oiseau. Demi-point pour Jonathan. Avec tout ça. Avec tous ces demi-points, dis donc. Il est dévoré, enfin il est changé en cerf. D'accord. Ah, non, je Et savais comme pas. ses chiens ne le reconnaissent pas, il le dévore. Sympa. Voilà. Ah, les joies de la mythologie. Ah ouais, alors c'est sympa, j'en ai vu des trucs, waouh. Pas mal ton petit quiz. Hein. C'était Voilà. sympa, ouais. Et le vainqueur du jour est Jérémy, Ah ouais. suivi de près par RD. Et on a Annie et Jonathan qui sont au pied du podium, qui se regardent en chaîne Oui. faïence en disant On tiens, s'amuse. on était là, on a participé. C'est comme au judo, il y a deux, C'est ça, ouais, il y a voilà, deux voilà. médailles de bronze. C'est ça. On est sympa. Ok, bah écoutez, encore une bonne émission. Jonathan, encore merci d'être venu nous Yes. parler Merci. de ton art et de tout ça. Merci de m'avoir accueilli, ça me fait plaisir. On vous Ah, ça me fait recommande plaisir. encore aux éditions Draco, Métamorphe et Toutes pour un. N'hésitez pas, si vous avez des retours sur l'émission, on sera toujours ravis d'échanger avec vous. Vous nous retrouvez sur les podcasts ou les premiers et quatrièmes Oui, vas-y, samedis termine. de chaque mois de 11 à 12. Et maintenant, G. Rappel, soirée, le soir du coup de la diffusion de cette émission, samedi 28 septembre, il y aura à La Seine Espace Tiso un concert, le Halt Festival organisé par la radio pour soutenir la radio et voilà les différents moyens qu'on peut avoir pour faire ces émissions. Donc venez Exactement. nombreux. Exactement, on vous attend, il y aura du monde, ça c'est prévu. De la musique. Il y a de la musique. Voilà. Mais qui fait du bruit dans les oreilles. Ah, Des jeunes qui grattent des guitares. Oh là là. Ouais, Sont mal habillés. des jeunes comment ça s'appelle Des classes rock. Des classes rock, Qui ont été lauréats, ouais, Lanes, voilà. Et des moins jeunes. Des moins jeunes avec Murtloslow, mais voilà, le boss aux manettes de la radio. Le président donc, de la radio sera là. N'hésitez pas, foncez et venez rencontrer un peu tous nos animateurs ou simplement profiter d'une bonne musique. Chers amis de la bande, merci à vous. On se retrouve la prochaine fois. Bah oui, on est là. Pour, Voilà. déjà l'émission Début 48. Et voilà. Bon, allez, au revoir à tous. Salut. Bon Au revoir, week-end. merci. Salut Ciao. Jonathan.